Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien, avec une petite modification dans le programme, légère, mais on va inverser les deux premières séances de l'après-midi. On va commencer par la présentation de la deuxième partie de l'enquête avec François et Quentin, et puis ensuite nous aurons notre table ronde sur les avancées technologiques qui interviendra donc après la présentation de l'enquête. Voilà, donc c'est la seule modification qui ne change pas les grands équilibres de l'après-midi, mais qui nous permet donc de reprendre là où on s'était arrêté juste avant la pause déjeuner. Et donc, je vous laisse la parole. Allô, allô. Merci François. Donc pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là ce matin, il y en a quelques-unes, je pense, parmi la salle, nous restituons une enquête auquel un bon nombre d'entre vous avaient répondu, qui portait sur les représentations du monde, des relations à l'environnement, à la géopolitique, les transformations anthropologiques et sociales à l'horizon 2035 ou 2050. Donc on a commencé cette restitution ce matin et nous continuons donc cet après-midi par le sujet et les sujets qui vont être notamment abordés dans les deux tables rondes qui vont suivre, à savoir le rapport aux technologies, les transformations anthropologiques d'une manière générale. Quentin, donc nous pouvons aller sur le sujet qui nous occupe. Société, transformation anthropologique. Premier sujet, la place pour les technologies dans les modes de vie. Alors, sujet extrêmement classique. Je me souviens avoir fait des enquêtes prospectives dans les années 90 et 2000 sur le sujet, avec des résultats totalement différents de celui que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ceux qui se souviennent des enquêtes prospectives pourront effectivement s'en rappeler. Nous avions trois hypothèses soumises à votre sagacité, à vos avis et à vos commentaires. Une première hypothèse qu'on appelle la fracture cognitive, mais qui était décrite de manière beaucoup plus complète, qui correspond en gros à un envahissement extrêmement profond des technologies dans nos univers jusqu'à un point, notamment dans notre sphère personnelle et individuelle, à créer des désordres psychologiques, des problématiques de santé mentale majeures. Dans les sphères professionnelles, cela pourrait conduire à des formes de robotisation, mais aussi à des formes de disqualification d'un certain nombre de métiers, avec certains des acteurs qui maîtrisent bien ces technologies et d'autres qui ne les maîtrisent pas du tout. Bref, une situation de grande fracturation sociale et de fracture cognitive qui avait été évoquée. Bref, les technologies dans cette hypothèse sont en gros les principales responsables, même s'il y a des acteurs qui sont derrière, d'un certain nombre de maux dans notre société. Deuxième hypothèse, c'était une automatisation et une gestion raisonnée. Alors une gestion raisonnée des apprentissages technologiques, de la place des écrans dans nos sociétés, des arbitrages sur la diffusion. Alors je sais... Ah, merci. Je vais donc continuer sans le support pour vous présenter la suite des hypothèses et puis je vais vous raconter l'histoire qui va revenir. La deuxième hypothèse, c'est celle d'une automatisation raisonnée. Bref, entre l'État, les entreprises et les individus, il y a un dispositif de contrôle qui s'établit tant en matière de maîtrise de ces technologies, de leur diffusion ou de leur développement dans le champ effectivement des activités personnelles et professionnelles. Et puis la dernière hypothèse est celle formulée de manière un peu provocante d'une automatisation, pourtant le vin était léger, omniprésente et heureuse. En gros, les technologies deviennent des leviers d'accompagnement de nos sociétés et de nos modes de vie, facilitent l'accès à la santé, bref, une vision extrêmement positive du rôle des technologies. C'est un peu caricatural en termes de position, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, indépendamment de l'âge, du sexe et des catégorisations professionnelles, on a 61% d'entre vous pour lequel le modèle, la référence, l'hypothèse dominante, c'est celle de la fracture cognitive demain. Donc je vous laisse avec ça, parce que vous avez une table ronde sur le sujet. Les résultats, il y a 20 ans, auraient été exactement inversés. On enchaîne sur une deuxième question assez classique aussi sur l'évolution à horizon toujours 2035 des pratiques et des statuts du travail avec trois hypothèses très contrastées. D'une part, une première hypothèse plutôt utopique où du moins ça dépend des points de vue évidemment, mais où les travailleurs sont en position de force, où les situations de salariat sont prégnantes dans un contexte de pénurie, notamment un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
La deuxième hypothèse qui recueille une écrasante majorité des sondages est une hypothèse complexe qui tire le fil des évolutions que l'on constate actuelles, qui est celle d'une dualisation des marchés du travail, donc notamment avec d'un côté des emplois de plus en plus qualifiés, avec des statuts de plus en plus privilégiés, et à l'autre bout du spectre, des emplois de moins en moins qualifiés, de plus en plus précaires, avec, surtout comparé à la situation actuelle, une quasi-disparition des emplois, on pourrait dire, intermédiaires. Et donc une forte polarisation du marché du travail, et donc on imagine des tensions sociales sous-jacentes. La dernière hypothèse, la plus péjorative, qui nous a un petit peu surpris par rapport aux résultats, est celle, pour le coup, très dystopique du retour du travail à la tâche. Elle nous a surpris dans le sens où c'est aujourd'hui, du moins, des situations qui sont certes assez médiatisées, mais qui sont qui restent ultra minoritaires. Je ne m'avancerai pas dans des chiffres, étant donné que la définition de travail à la tâche peut être assez différente selon les critères retenus, mais du moins, ce qu'il y a à retenir vraiment sur cette question, c'est une inquiétude assez forte à horizon 2035 par rapport à une situation qui aujourd'hui est assez minoritaire. Nous entrons dans les questions plus anthropologiques, la naissance et la mort. Bon nombre d'entre vous ont été gênés par cette question. En disant, ça dépend des cultures, je ne penserais pas la même chose si j'étais indien, européen, en fonction de mes croyances, etc. Et puis l'horizon que vous proposez, 2050, c'est trop long. Donc ça, c'est pas neutre quand même dans l'interprétation des réponses. Nous avions effectivement proposé, par rapport à cette question, des fictions et des hypothèses qui se situent à plus long terme. La première hypothèse, naissance à la carte et mort choisie, c'est la promesse, en gros, bienvenue à Gattaca, qui est celle de l'amélioration des connaissances, des technologies, de prévention, de prédiction, voire de préemption d'un certain nombre de risques pour les enfants à naître, et également la possibilité d'améliorer de manière continue les conditions de procréation, même dans des schémas extracorporels. Donc là, on est dans la grande science-fiction, sur laquelle les Chinois commencent à se positionner, par exemple. Et la mort choisie, notamment par rapport à l'ouverture d'un certain nombre de droits. Ce que l'on a formulé aussi à travers cette hypothèse, c'est non seulement effectivement le développement de cette logique, mais c'est aussi des inégalités assez fortes en fonction des conditions sociales, des capacités économiques des différents acteurs à se positionner par rapport à cette trajectoire. C'est effectivement l'hypothèse qui est, selon vous, la plus vraisemblable, à la fois avec le moteur technologique, avec les évolutions en termes de droits des personnes. La deuxième hypothèse, banalisation de la mort et mouvement No Child, là on est dans quelque chose qui correspond à une société qui serait extrêmement contrastée, très conflictuelle, et dans lequel la primauté serait donnée, je dirais, aux vivants et aux adultes. On a connu cela dans un certain nombre de sociétés, et effectivement, les personnes âgées et très âgées se voient apporter moins de soins que par le passé. Bref, ça n'est plus une priorité d'accompagnement. Même chose pour les enfants à naître. L'extension du mouvement No Child se poursuit. C'est assez significatif, 20%, c'est assez important. Troisième hypothèse, l'orchestration et la prise en charge collective. Ça, c'est un schéma totalitaire, c'est Brave New World, dans lequel des politiques natalistes et de gestion des individus sont mises en place par les États ou les systèmes les plus puissants, et donc s'imposent au comportement individuel. Enfin, la dernière hypothèse, néospiritualité et nouveaux gourous. Vous nous avez dit, mais elles ne sont pas nécessairement néospirituelles et nouveaux gourous. Il y a des religions existantes et en présence qui peuvent effectivement retrouver et redonner du sens aux acteurs. Par rapport à cette représentation des évolutions du rapport à la naissance et à la mort à l'horizon 2050, naissance à la carte et mort choisie apparaît, selon vous, et indépendamment des âges et des sexes, effectivement, l'hypothèse la plus vraisemblable. On arrive à la dernière question qu'on va vous présenter dans le détail sur l'évolution des conflits autour des questions de genre, où on est de retour à horizon 2035. Alors avant de commenter le graphique dans l'ensemble, je reviens juste sur la présentation des hypothèses qui sont un tout petit peu complexes.
L'hypothèse qui est marquée en H3, la plus rouge, c'est une hypothèse donc de forte tension et surtout d'une incompréhension de plus en plus forte entre les différents groupes, avec des réactions de plus en plus violentes, des communautés qui, en réaction, se replient sur elles-mêmes. Donc c'est vraiment le scénario de la grande fracture. L'hypothèse H1 qui est au centre, c'est une hypothèse où les questions de genre ne sont plus massivement investies, car on juge que d'autres enjeux sont plus importants, notamment face à la montée des crises de nature diverse. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est celle d'une fluidité de genre croissante et surtout d'un climat de tolérance en haute qui, évidemment, n'exclut pas des réactions d'intolérance, mais de la part de petits groupes. Ce qui est frappant, vous le voyez sur cette hypothèse, c'est la différence d'appréciation du sujet, d'investissement du sujet du genre selon les âges, où pour le faire assez rapidement, les personnes les plus âgées n'y voient pas un enjeu majeur et estiment que, en tout cas pour la majorité, estiment que ce sera un sujet qui sera, on peut dire, balayé par d'autres sujets. Au contraire, c'est particulièrement vrai pour les moins de 30 ans, mais aussi notamment pour les 30 à 50 ans. Ils y voient d'une part un sujet d'importance, c'est qu'il y a de plus fortes chances de mener à des fractures et à des tensions extrêmement fortes qu'à une tolérance en hausse. Même si on peut voir, peut-être c'est un petit point positif dans ce tableau qui reste assez sombre quand même, que les moins de 30 ans ont un petit peu plus d'espoir que la moyenne des répondants. Je précise, là on vous présente par âge, on n'a pas noté de différence majeure entre hommes et femmes sur cette question. Je te laisse conclure sur la synthèse. Oui, absolument. Je vois quand même que pour les moins de 30, il y a une forte opposition dans la lecture de l'avenir sur ce sujet, entre ceux qui considèrent qu'on va avoir davantage de fluidité et ceux qui considèrent que les différents mouvements LGBT, etc., vont entrer en conflit avec le reste de la société. C'est une sorte de polarisation qu'on ne retrouve absolument pas, évidemment, chez les plus anciens. La synthèse. Donc la synthèse, vous vous souvenez, utopie, dystopie, complexe, Janus, et les différentes logiques qui sont à l'œuvre. Sur la question des sociétés, et vous aviez d'autres hypothèses qu'on ne vous a pas restituées, on est sur le sujet où la partie utopique, c'est-à-dire la partie verte, est la plus faible de l'ensemble de nos 4 thèmes. C'est pas neutre. C'est-à-dire qu'en gros, sur le sujet qui dépend assez largement de nos actions, de nos comportements, c'est la vision la plus pessimiste qui semble l'emporter. Ça mérite d'être interrogé, y compris par rapport à des questions géopolitiques ou environnementales. Le deuxième élément sur le croisement avec les logiques à l'œuvre, la lecture de l'avenir, la vision la plus dominante, c'est celle de la domination technologique sur nos comportements, nos modes de vie, notre rapport au vivant et tout ce qui s'ensuit. C'est le point dominant. Le deuxième, malheureusement, c'est le fatalisme. On l'avait trouvé aussi... C'est foutu, de toute façon nous ne pouvons plus agir. On l'avait trouvé aussi dans le rapport à l'environnement comme un des facteurs importants. Puis on a ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fracturations, la guerre des mondes. Et donc vous voyez que sur les 3 premières, on est quand même toujours dans la dystopie. Et il faut aller assez loin pour avoir quelque chose de plus positif ou de plus complexe. Ça veut dire que sur ce sujet des transformations anthropologiques, des transformations sociales liées au rapport au travail, au rapport aux techno, à la jeunesse, etc., la vision dominante, elle est extrêmement dystopique, ce qui ne manque pas, nous, en tout cas pour moi qui est plus ancien que toi, de m'interroger profondément sur le sens de nos actions, de nos études et de nos accompagnements demain. Un petit mot de la fin, sur l'ensemble des questions... Sur l'ensemble des questions de l'enquête, vous l'avez deviné notamment par la question de ce matin, la slide arrive, vous inquiétez pas. Notamment, ça ressortait beaucoup dans les questions de ce matin, un tout petit peu moins dans les questions de cet après-midi. C'est la différence très marquée selon les tranches d'âge. On vous l'a dit, sur les profils hommes-femmes et selon les types d'organisations, il n'y a pas trop de différence et surtout pas
et surtout pas quand on agglomère l'ensemble des résultats. Par contre, en fonction des tranches d'âge, c'est extrêmement marqué, notamment ce qui nous a beaucoup surpris, c'est l'ampleur des réponses dystopiques et utopiques en fonction des tranches d'âge. Enfin, les slides parlent un petit peu d'elles-mêmes. On voit que les jeunes générations sont beaucoup plus pessimistes quant à l'avenir que les générations les plus âgées. Et ça demande vraiment des travaux supplémentaires pour comprendre vraiment les mécaniques. On peut deviner à la fois des effets d'âge, avec pour les plus âgés une expérience des régulations publiques, de la démocratie, etc., qui invite peut-être à plus d'optimisme face aux difficultés du moment. Mais on peut pas oublier aussi qu'il y a un effet de génération qui pèse, notamment le contexte actuel, notamment lié aux enjeux environnementaux, qui sont évidemment pas les mêmes pour les générations qui ont 20 ans aujourd'hui que pour celles qui ont eu 20 ans des décennies plus tôt. Juste un mot, ce ne sont pas les réponses d'un panel de citoyens français, ce sont vos réponses de personnes investies dans des analyses sur le futur. Donc, ce qui donne une clé de lecture supplémentaire. Merci à vous remercie. Merci Quentin et François. Alors, comme le disait François, quand même, c'est un peu angoissant ces réponses, notamment la prospective, c'est quand même l'antifatalisme. Alors si jamais effectivement parmi la communauté des prospectivistes, on a une majorité de fatalistes, ça pose quand même un certain nombre de questions. Voilà. Savoir si c'est Futurible qui est responsable de ce fatalisme est une autre question, mais on fera cette analyse plus tard. Voilà.